Les derniers inscrits nous rejoindront en cours de route. Donc, je me présente rapidement, Arthur L'Huissier, directeur d'Un Toit pour tous. Je vais passer rapidement la parole à Paul Coste, administrateur d'Un Toit pour tous et président de la coopérative Un Toit pour tous Développement, qui sera l'animateur de cette séance. Avant, je voulais juste vous faire une très courte introduction pour vous dire qu'on est bien dans le cadre de la semaine thématique Loger les plus vulnérables en Isère, organisée par Un Toit pour tous avec tous les partenaires qui sont affichés sur votre écran. C'est la deuxième édition de cette semaine thématique après la séance de 2020. On est ravis de vous retrouver. On est environ à mi-parcours de notre semaine sur le diapo que vous allez retrouver juste après, où vous avez une vision synthétique du programme. On a un total de 5 webinaires. On est sur le dernier opus cet après-midi, consacré à la production des logements sociaux et notamment aux freins qui nous amènent aujourd'hui à un rythme de croisière de production en dessous de nos espérances. Et on finira demain par 2 ateliers, 2 événements en présentiel. Le matin, une table ronde sur la thématique des jeunes et l'après-midi, une conférence de clôture sur l'avenir du logement social qui sera notamment réalisée par Laurent Guéquer, représentant de l'USH, donc de l'Union sociale pour l'habitat. Vous pouvez encore vous inscrire aux ateliers et conférences de demain sur le site d'untoitpourtous.org et vous pouvez aussi sur le site retrouver des éléments vidéo ou autres liés au webinaire que vous auriez pu manquer en début de séminaire. Donc tout ça est sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter. Quelques rappels pratiques sur l'exercice des webinaires auxquels vous êtes bien habitués désormais. Pour poser vos questions, vous verrez en bas, il y a 2 modules. Il y a un module discussion. On vous invite à privilégier le module Q+R, qui veut dire questions plus réponses, ce qui rend plus facile la gestion des questions et des réponses pour les participants et notamment les animateurs qui vont y répondre. Ils auront l'occasion soit de vous répondre par écrit, soit effectivement de faire remonter la question dans un échange oral, donc en fonction de la question. Vous pouvez aussi lever la main avec le petit icône pour prendre la parole. Je dois vous préciser que le webinaire il est enregistré en vidéo pour qu'il puisse être disponible. Ça veut dire que les personnes qui ne souhaitent pas être filmées doivent couper leur caméra. Et je vous signale aussi que vous recevrez, quand vous serez déconnecté à la fin du webinaire, vous aurez directement accès, en cliquant sur un bouton, à un petit questionnaire de satisfaction et d'évaluation sur la séance. Donc, si vous avez 3 minutes pour le remplir, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie à tous, et les participants et les intervenants. Et je passe la parole à Paul Coste qui va justement présenter nos intervenants. Merci Arthur. Je vais commencer par présenter les 4 intervenants qu'on a le plaisir de recevoir cet après-midi. Donc Didier Monod qui interviendra au nom d'Apsise, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère, notamment avec le point de vue des bailleurs, et les réactions et les témoignages de 3 élus locaux du territoire de la région grenobloise, avec d'un côté Pierre Béjagy, qui est conseiller municipal à Hébin et conseiller métropolitain, pour nous parler à la fois de ces 2 collectivités territoriales. Laurence Théry, qui est maire d'une commune du Grésivaudan et surtout vice-présidente en charge notamment de l'habitat sur la communauté de communes du Grésivaudan. Et Christine Élise, qui est déléguée au logement, élue à Mélan. Voilà, donc je leur passerai successivement la parole à tous les 4. On aura, après leurs interventions, un temps d'échange entre eux. Et si entre-temps vous avez posé des questions dans le QR, comme le disait Arthur, on les leur présentera. Et puis ensuite, il y aura une partie débat informel et vous pourrez éventuellement, en levant la main, demander à intervenir pour interroger directement nos intervenants. En introduction sur le sujet du jour, sur quels sont les freins à la production de logements sociaux, je voulais reprendre, faire état de la commission sur la relance durable de la construction de logements qui a été mise en place par le gouvernement, présidé par M. François Rebsamen, et qui réunissait des élus locaux, des parlementaires et des personnalités qualifiées, dans la mesure où ils ont travaillé sur justement ces freins à la production de logements sociaux et sur des préconisations.
Donc, avec un constat au niveau national qu'on va retrouver sur la région grenobloise, qui est qu'il y a une crise de l'offre de logement, principalement concentrée dans les zones tendues, ce qui est le cas de de la région grenobloise au sens large. Et les conclusions de la commission, on va voir si nos élus de la région grenobloise partagent, et le bailleur social, les bailleurs sociaux de l'Isère partagent ce constat. En appel en disant face à cette réticence locale à la construction, la commission appelle à déployer un discours politique offensif et des mesures financières ciblées sur les communes et intercommunalités. Notamment, ils font le constat qu'il y a généralement une dévalorisation de l'acte de construire, que la densification qui résulte de l'accueil de nouveaux habitants ou de la volonté d'accueillir de nouveaux habitants est de plus en plus difficilement acceptée. Et ils préconisent d'affirmer une densité heureuse à condition de veiller à la qualité des logements et des espaces urbains. On vient d'insister aussi sur le plan politique, sur le devoir social de chacun vis-à-vis de toutes celles et ceux qui ont besoin d'un logement. Sur le plan financier, la Commission soulève la question de savoir si la suppression de la taxe d'habitation, et donc la réduction du lien entre les nouveaux logements et les impôts locaux perçus sur le territoire, ne serait pas un frein à la construction. Et dernier point qui est dans le constat initial de la Commission, c'est la construction. Le deuxième obstacle concerne la rareté du foncier, et je crois que plusieurs de nos interlocuteurs cet après-midi vont revenir sur ce problème de l'accès au foncier, à la fois pour les bailleurs et à la fois pour les collectivités, pour trouver du foncier à proposer aux bailleurs. Voilà, donc je vous passe la parole, Didier Monod, pour nous faire un exposé sur les obstacles à la production vu du côté des bailleurs sociaux. Oui, merci, bonjour à tous. Moi, je voulais tout d'abord en préambule dire que on a l'habitude de se focaliser sur un obstacle, un frein, et en fait, l'acte de construire, c'est un acte complexe qui enchaîne plusieurs phases, et chacune a ses difficultés et selon la période, ses freins plus ou moins importants. Il y a l'accès au foncier, c'est ce qu'on vient de voir, que vous venez d'évoquer, Paul. Il y a ensuite, on va dire, une certaine volonté politique des élus locaux qui est souvent présente, mais pas toujours, et qui effectivement est un autre frein. Là, on est dans la phase de projet. Ensuite, bien évidemment, le coût de construction est une réelle difficulté, et en particulier en ce moment, je vais y revenir. Et puis la question du financement et du contexte plus général de l'écosystème du logement social, du modèle économique du logement social et des différentes règles, évolutions de règles, ponctions diverses qui le fragilisent. Alors pour l'accès au foncier, dont on parle beaucoup aujourd'hui, on a affaire à une concentration, on va dire, de difficultés qui font que cet accès au foncier nous apparaît beaucoup plus difficile que ces dernières années, à la fois parce que les besoins de construire sont extrêmement importants, hein, ça a été évoqué dans le préambule. La crise sanitaire a effondré les taux de rotation, c'est-à-dire que l'offre nouvelle sur le parc existant est plus faible et que donc il est de plus en plus urgent, compte tenu de l'accroissement des besoins, de construire en quantité. Et on voit que ce foncier est de moins en moins planifié. On a des nouvelles règles qui apparaissent d'ores et déjà et qui ont déjà imprégné le tissu économique local. C'est la règle de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la préservation des espaces, donc la densification, et ça provoque bien évidemment des réactions des populations locales et des élus qui les représentent. Donc cet accès au foncier aujourd'hui est rendu vraiment difficile, avec une difficulté particulière qui est aujourd'hui le décalage
entre les règles établies, les documents d'urbanisme notamment, et puis la capacité constructive finale du terrain. Alors, on pourrait dire c'est de la perte en ligne, ma foi, ça fait partie du projet. Oui, mais ça pose des difficultés parce que les premières donnent une valorisation du terrain que le propriétaire foncier a bien intégré. Et quand dans le débat après, cette capacité constructive est par trop mise en cause, eh bien, le propriétaire foncier qui en subit directement, bien sûr, économiquement les conséquences, en général, enfin en tout cas assez souvent, retire son bien de la vente et attend des jours meilleurs. Donc on a une espèce de gel du foncier qui se fait dans ces allers-retours et on gagnerait à avoir beaucoup plus de clarté, j'allais presque dire peu importe la règle du moment qu'elle est connue en amont du projet. Ensuite, on a effectivement, et je l'ai déjà un peu abordé, une question plus politique, c'est-à-dire l'acceptabilité des opérations par la population. C'est ce que j'appelle la pression de l'environnement. Alors beaucoup plus qu'avant, on voit l'environnement sur une position assez conservatrice, c'est-à-dire que ne faisons pas évoluer notre environnement, laissons-le comme il est, n'amenons pas de nouveaux voisins et opposons-nous à tout projet dans son environnement. Et ça vaut pour le logement social, mais pas seulement. Il n'y a qu'à voir le nombre de recours sur les permis. Et puis après, bien évidemment, ça a toujours été le cas, mais ça perdure, bien sûr, certains territoires. Il peut y avoir des stratégies communales par rapport aux contraintes de la loi SRU et une volonté assez différente selon les territoires de s'y conformer et donc de faciliter la production de logements sociaux. J'évoquais également les coûts de construction. C'est un élément déterminant dans l'équation, bien évidemment. C'est-à-dire ça y est, on a le terrain, la commune est d'accord, le PCI est aussi très demandeur, tout ça avance bien. Et puis, il s'agit ensuite de construire à bon coût. Je ne dis pas à meilleur coût, mais à bon coût. On a eu depuis longtemps, mais ça s'est vraiment beaucoup accéléré, une évolution des normes. Alors, c'est toujours des évolutions qui sont positives, qui améliorent le projet, mais on peut se poser la question à un moment donné de certaines évolutions et de leur coût et de la soutenabilité de ce coût. On a en ce moment, par exemple, une nouvelle réglementation qui arrive sur des cahiers du logement qui pénalise forcément beaucoup la gestion de ces projets. Et on peut s'interroger sur une pause normative. On a fait des très très grands progrès sur la performance thermique des bâtiments ces dernières années. C'était des évolutions positives, bien évidemment. Mais est-ce que, compte tenu des contraintes économiques, il n'y a pas lieu d'envisager une pause? On nous l'a promise, on ne la voit pas bien venir. Et puis, il y a le tissu économique pour construire. C'est le tissu économique du BTP local qui répond à nos besoins. Alors on sort d'une période où on a constaté d'abord de nombreuses défaillances qui pénalisent. Aujourd'hui, le chantier sans défaillance, ça n'existe pas. En général, elles sont même en cascade. Et donc, les délais s'allongent, les coûts augmentent, la qualité de la construction s'en ressent. Et puis, on a des éléments conjoncturels. On espère que cet élément conjoncturel est à durée très déterminée et à brève échéance, mais en tout cas pour l'instant, on constate depuis quelques mois seulement, peut-être plus tardivement que ce qui nous avait été annoncé, mais depuis cet automne, des lots infructueux, c'est-à-dire pas de réponse, ou un envol des prix avec une instabilité des prix extrême, notamment du fait des matières premières. Tout le monde l'aura sans doute entendu. Mais enfin, en attendant, on constate des augmentations. Moi, je faisais le point ces derniers jours. On est jusqu'à plus 30% de nos évaluations. Donc, on voit que le gap est absolument énorme. Et les entreprises sont dans une situation extrêmement délicate puisqu'elles n'arrivent pas à fixer dans le temps le coût des matières premières, qui est un élément essentiel de leur offre, de leur réponse. Voilà, donc tous ces éléments concourent effectivement à autant de points durs
dans l'acte de construire. Le dernier, bien évidemment, étant le financement de tout ça, puisqu'on a parlé des coûts. En face, il y a la colonne produit, c'est-à-dire les financements. Bon, depuis quelques années, les bailleurs sociaux sont mis à rude épreuve. On a ce qu'on appelle la RLS, c'est-à-dire une diminution très importante. Ce n'est pas la diminution des 5 euros dont on parle tout le temps et qui n'est pas en cause là, mais une diminution beaucoup plus importante, de plus d'une trentaine d'euros en moyenne, largement plus même, qui conduit à ponctionner, à baisser les loyers et donc à perdre plusieurs dizaines de millions d'euros au niveau des bailleurs sociaux de l'Isère, quand on y ajoute la hausse de la TVA qui a été mise en place il y a 3 ans maintenant, si je compte bien. Voilà, donc on a un contexte difficile. Bien sûr, il y a des mesures financières d'accompagnement, mais qui sont en général sous forme de prêts. Aussi intéressants soient-ils, ce sont des prêts. Et donc, on voit qu'il y a une fragilisation avec une attention toute particulière qui semble croître très, très fortement ces derniers temps. C'est la question des garanties d'emprunt qui étaient assurées par les communes, qui s'additionnent aux garanties d'emprunt accordées par le passé et qui peuvent effrayer, même s'il y a des mécanismes qui en limitent la portée. En tout cas, pour pouvoir bénéficier des prêts de la Caisse des dépôts et construire du logement social, il faut que les emprunts soient garantis. Si les collectivités s'en chargent pas, c'est une caisse de garantie qui le prend en charge, mais c'est payant et ça pénalise encore plus l'équilibre financier des opérations. Voilà, je voulais vous présenter rapidement les différents, j'ose pas dire les nombreux, mais les blocages ou les risques, les freins qu'on peut rencontrer à chaque étape du projet de construction. Le premier, bien sûr, c'est l'accès au foncier. Vu que je suis l'animateur, j'en profite pour vous poser une première question. On entend parler d'une hausse du taux du livret A lié à l'inflation. Est-ce que il va y avoir une répercussion pour vous assez immédiate? Est-ce que ça veut dire aussi que l'indice de révision des loyers va suivre le même mouvement? Est-ce que tout ça vous fait réagir sur ces aspects financement du logement? Oui, alors, quand on est un gros emprunteur et sur le long terme, on est toujours très attentif au taux. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on nous l'annonce, donc on est toujours très très prudent, on attend de voir, mais effectivement, là, les éléments semblent converger pour une hausse. Si tel était le cas, bon, d'abord, réjouissons-nous, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants qui aujourd'hui ont un livret d'épargne qui est peu rémunérateur. Et comme ce sont souvent nos locataires ou des gens modestes qui ont recours à ce livret A, d'abord on peut s'en réjouir. Parallèlement à ça, même si c'est jamais une bonne nouvelle, les mécanismes devraient conduire également, enfin quand l'inflation augmente, le taux du livret A augmente, mais normalement les ressources devraient augmenter et les loyers suivre, alors souvent avec un temps de décalage qui est pas neutre. Donc on surveille plutôt l'écart entre les hausses de l'IRL, c'est-à-dire de l'indice de révision des loyers, et celui du taux de livret A, de façon à ce que les deux croissent en parallèle. On table en général sur un écart d'autour de 1%. Donc aujourd'hui, on a des hausses de loyers qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'est au moment où je vous parle déjà une problématique, mais on n'est pas trop inquiet sur le long terme, en tout cas, compte tenu de la corrélation entre les deux, c'est-à-dire l'augmentation du livret A, qui est une charge, et l'augmentation des loyers, qui est pour nous, bien sûr, un produit. Une ressource. Merci Didier. On reviendra vers vous après les interventions des élus locaux présents et éventuellement des questions des participants. Je vais demander donc, parce qu'on l'avait prévu comme ça, je m'excuse pour vous, mesdames, pour demander à Pierre Béjagie si vous voulez bien réagir à la fois en tant qu'élu communal sur la métropole à Hébin, mais aussi comme élu métropolitain. Et je crois que vous avez été au conseil d'administration de l'établissement public foncier local du Dauphiné. Donc ça vous donne une capacité à avoir une vision large du sujet, notamment de l'accès au foncier. Pierre, je vous laisse la parole.
Merci Paul. Oui, effectivement, j'étais aussi administrateur de la SDH lors du précédent mandat. Donc du coup, ça me donne une vision un peu globale des enjeux. Alors oui, en 2 mots, donc moi, effectivement, je suis depuis 2 mandats à Hébin en charge des questions d'urbanisme. Euh, auparavant comme adjoint à l'urbanisme, aujourd'hui sur les mêmes fonctions, et donc directement en charge de la politique de production de logements sociaux, hein, puisque c'est bien évidemment l'urbanisme est un outil de pilotage important pour permettre la construction de logements. Juste un petit peu quand même de contexte sur Hébin, propre à Hébin. Quand nous avons été élus, notre équipe municipale en 2014, nous faisions suite à une municipalité précédente et à des élus qui avaient augmenté de manière très, très importante le taux SRU de logements sociaux, puisqu'on était arrivé à Hébin en 2014 à 19%, notamment grâce à de grosses opérations d'urbanisme, de grosses ZAC, qui ont été la ZAC des Ruires et la ZAC des Maisons-Neuves. Et nous avions pris l'objectif d'atteindre les 25% en 2025, donc sur 2 mandats à peu près. Aujourd'hui, nous sommes à 22,5, donc on atteint nos objectifs, nous sommes à mi-chemin. Cependant, nous voyons que ça devient de plus en plus dur pour atteindre les 25%. Nous plafonnons aujourd'hui entre 22 et 23%. Et donc, effectivement, du coup, c'est un témoignage en tant qu'élu local de la difficulté aujourd'hui, maintenant, de produire et d'arriver à notre objectif politique de 25, qui est le taux légal de la loi, donc c'est-à-dire 25% en 2025. Alors, sur les freins fonciers, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Didier Monod. Effectivement, il y a 2 problématiques qui ont été posées. Il y a quand même la problématique aujourd'hui du foncier disponible à l'intérieur de villes urbaines et de la métropole. Donc le zéro artificialisation nette qui est une loi aujourd'hui, mais qui avait commencé déjà à être mise en œuvre, la réduction de l'artificialisation au travers du SCOT, donc qui limite finalement le périmètre constructible. Sur Hébin, nous n'avons plus en fait, nous sommes obligés d'intervenir maintenant sur du terrain déjà bâti, ou à reconquérir, ou en renouvellement urbain, puisqu'il n'y a plus de terres en extension qui sont disponibles. C'est bien, c'est une très bonne mesure, mais ça veut dire qu'il faut réintervenir sur du bâti existant. Et puis, il y a la problématique des risques aussi qui est importante. Alors, nous sommes moins concernés que d'autres communes, par exemple, de la rive gauche du Drac, mais nous avons quand même quelques contraintes de crues torrentielles qui nous ont gelé un certain nombre de fonciers. Ce qui fait que le foncier disponible est rare et il est essentiellement en reconquête du tissu urbain existant, c'est-à-dire les quelques entreprises qui ont vocation à déménager, donc c'est des locaux industriels qui sont en tissu urbain pavillonnaire et qui ont vocation à déménager, mais il n'y en a plus beaucoup. Et puis, c'est du regroupement de villas, de tissus pavillonnaires. On regroupe 2 ou 3 villas, 4 villas, pour produire de l'immeuble collectif. Voilà. Et donc, c'est une des explications. C'est le fait que en zone urbaine, le foncier devient de plus en plus rare. Puis l'autre explication, elle est économique. Didier Monod l'a très bien dit, c'est que pour pouvoir produire du logement social, il faut que les conditions d'achat du foncier à l'origine le permettent. Or, quand une commune veut acquérir des terrains pour produire du logement social, elle est confrontée donc aux évaluations qui sont faites par les experts, notamment France Domaine. Et par exemple, France Domaine, quand on doit acheter une villa aux fins de renouvellement, pour évaluer la valeur de la villa telle qu'elle est correspondant au marché, mais qui ne correspond pas forcément à la valeur du mètre carré pour construire du logement social. Donc, il y a forcément des déficits à prendre en charge entre le moment où on achète le terrain à une certaine valeur et le moment où on le revend au bailleur pour permettre une opération de construction. Ce déficit, il ne peut être pris en charge que par les collectivités locales.
Et donc, le deuxième frein foncier, il est lié au frein financier, c'est la capacité des communes et des territoires ou des intercommunalités à, entre guillemets, subventionner des opérations au sens où prendre en charge le différentiel entre le coût acheté du foncier à l'origine et le coût final de vente à l'opérateur. Et ça, que l'on agisse directement ou que l'on agisse par l'intermédiaire de l'établissement public foncier local, on est dans la même logique, hein, puisque c'est bien la commune qui fait porter son achat foncier à l'EPFL qui assume in fine le coût du déficit si on revend moins cher. Donc, donc le frein foncier, c'est également un frein financier, c'est la capacité des communes à subventionner des opérations. Et clairement, les communes, si elles souhaitent produire du logement social, doivent inscrire dans leur prospective financière un abondement. Moi, j'ai fait inscrire une somme annuellement au titre des politiques foncières pour permettre la sortie d'opérations. Donc ça, c'est valable pour des constructions neuves, mais c'est aussi valable si une commune souhaite intervenir pour racheter des logements, les rénover et les remettre en marché, soit par l'intermédiaire de bailleurs sociaux, soit par l'intermédiaire dans le diffus d'un toit pour tous. On est exactement dans la même logique, surtout si on prend en compte les travaux de rénovation énergétique importants à réaliser. Et donc, le frein foncier devient un frein financier, c'est-à-dire qu'il faut que la commune ait la capacité de financer des déficits fonciers en amont. Donc ça, c'est le premier frein identifié, c'est surtout dans des communes urbaines comme les nôtres. Et le second frein, Didier Monod en a parlé, aujourd'hui, c'est un frein lié comment dire, à l'insertion dans le tissu urbain, notamment quand il est pavillonnaire, de nouvelles constructions qui sont plutôt collectives, et la réticence, c'est un euphémisme, des riverains ou des habitants vis-à-vis de toute modification de leur environnement proche. Donc ça veut dire qu'il faut travailler aussi, alors travailler sur la qualité peut vouloir dire travailler sur la densification ou la densité, donc réduire la densité, mais on est dans un cercle un petit peu compliqué puisque réduire la densité, Didier Monod l'a très bien expliqué, ça veut dire qu'on pénalise encore un peu plus financièrement l'opération qui va sortir. La question de tout le monde, tous les élus locaux sont d'accord pour faire de la qualité. La question, c'est que par exemple, si on veut des espaces publics extérieurs de qualité, des espaces verts, il faut dégager de l'emprise au sol de pleine terre pour que des arbres puissent pousser. Ça veut dire qu'il faut peut-être monter un peu plus en hauteur. Et c'est là où on a des levées de boucliers des habitants. Enfin, tout ça, c'est très compliqué en fait, de trouver la bonne densité et en tenant compte de l'équation financière, hein, parce que c'est toujours aussi là que le bas blesse. Donc, deuxième difficulté, c'est l'acceptation des habitants. Et ça, on ne peut y travailler en essayant de faire énormément de pédagogie en amont des opérations sur la réalité du logement social aujourd'hui, le nombre de demandeurs, qui a accès au logement social. Les gens savent peu que sur la métropole, environ 65% des ménages sont éligibles au logement social. Et puis derrière, il peut y avoir des questions qui peuvent, parce que dans l'acceptabilité, il y a l'immeuble en lui-même et puis il y a la crainte de voir arriver de nouveaux habitants, souvent un peu plus pauvres que les habitants actuels, notamment puisqu'aujourd'hui 30 à 40% des attributions sont sur le PLAI, et donc la crainte sur la vie du quartier. La mixité sociale, si tout le monde est d'accord pour faire de la mixité sociale, quand on est confronté à la mixité sociale sur le terrain, c'est plus compliqué. Et moi, je plaide, et ça fait le lien avec la métropole, au niveau de la métropole, hein, puisque c'est ma délégation, sur l'accompagnement, notamment en termes de médiation urbaine de proximité, qui est indispensable. Surtout quand on a la volonté politique de faire de la mixité sociale, notamment quasiment à l'intérieur de la cage d'escalier. Sur 10 logements dans une cage d'escalier, on en fait 2 ou 3 logements sociaux. Donc, on se retrouve avec une mixité sociale encore plus proche, et beaucoup plus délicate à appréhender. Et donc, la question de la médiation sociale de proximité commence à monter dans toutes les communes de la métropole, ce besoin de faire en sorte que les habitants anciens et nouveaux puissent se parler et puissent cohabiter en toute pacification.
Et puis quelques mots enfin sur la métropole. Effectivement, la métropole est très très impliquée sur l'atteinte des objectifs SRU. Elle incite les communes à construire au travers de différents dispositifs. Un dispositif qui avait été créé sur le précédent mandat, qu'on va essayer de maintenir malgré les contraintes financières qui pèsent sur la métropole, c'est une subvention, une aide au foncier, ce qu'on appelle un fonds de minoration foncière, pour prendre en charge une partie de la différence que j'expliquais tout à l'heure entre le coût originel du foncier et le coût de sortie. Et ça, c'est des engagements financiers qui ont été forts de la métropole, qu'il faudra essayer de poursuivre, mais ce n'est pas évident. Le deuxième enjeu financier, c'est au travers des dotations que la métropole reverse aux communes. On a l'objectif de faire en sorte qu'il y ait une part incitative qui soit faite aux communes bâtisseuses, notamment en termes de logement social. C'est la fameuse dotation de solidarité communautaire qui est actuellement en débat, où on travaille pour mettre en place un critère important pour les communes vertueuses, c'est-à-dire les communes qui produisent du logement social. Après, la fiscalité, j'oserais dire que c'est plus trop un sujet, puisque une disposition de loi de finances qui est discutée en ce moment au Parlement va permettre d'être compensé de l'exonération de taxes foncières sur les nouveaux logements locatifs sociaux agréés. Donc, ça viendra un petit peu remplacer la perte de TH. Et puis, je dirais même que ce n'est pas la préoccupation première des communes qui souhaitent s'engager, les communes bâtisseuses. Effectivement, elles savent que quand elles construisaient avant du logement social, elles n'avaient pas de retombées de taxes, mais ce n'était pas l'élément vraiment discriminant pour faire ou ne pas faire de logement social. En fait. C'était un élément en plus ou en moins. En fait. Alors, en plus, maintenant, avec le nouveau dispositif, c'est toujours mieux que zéro. Et puis, la disparition de la TH, c'est vrai que ça pénalisait les communes bâtisseuses, mais je crois que ça les pénalisait pas uniquement au titre du logement social. Donc, ce n'était pas un enjeu phénoménal. Voilà. Pardon. Merci Pierre pour cette intervention multi-aspects. On reviendra peut-être, on vous réinterrogera tout à l'heure sur le rôle de l'EPFL et ce qu'il pourrait faire de différent, de mieux ou de plus. Mais ça fait le lien avec Laurence Théry, à qui on va demander de nous parler des politiques d'habitat dans la communauté de communes du Grésivaudan, parce que notamment, je crois qu'il y a aussi un fonds de minoration foncière qui a été instauré et dont elle a la responsabilité. Donc, elle va pouvoir nous dire comment elle va pouvoir se saisir de cet outil pour aider les communes qui le souhaitent à construire. Laurence, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Si je devais commencer par une petite boutade, pas de PLUI, pas de PLH, pas d'adhésion à l'EPF. Comment fait-on pour construire du logement et notamment du logement social? Dans le prolongement de ce qu'a dit Pierre Béjagy, moi je ferai un tout petit portrait de territoire parce que là on s'inscrit dans un contexte qui est un contexte métropolitain. Chez nous, c'est un territoire qui est complètement différent puisqu'on est à ce qu'on appelle de façon un peu technocratique à l'interface du rural et de l'urbain. On n'est pas des urbains, on n'est pas des urbains, on n'est pas des ruraux. On est vraiment dans l'interface avec 43 communes, dont certaines forment quasi la continuité de la couronne grenobloise. Je pense à Montbonneau. L'autre partie qui est très tournée vers l'autre agglo, qui est Chambéry. Et puis finalement, deux polarités dans le territoire. Une dans le nord du territoire à Pontcharrat, qui a une grosse habitude de construction de logements sociaux et une population qui est plutôt en difficulté et paupérisée, on peut se le dire. Et de l'autre côté, Crolles, qui avec le développement économique accompagne beaucoup le développement du logement social en cœur de territoire. On a dans le portrait en fait de territoire des logements sociaux qui ont été construits pour répondre à des sujets assez particuliers, que ce soit le logement des établissements sur le plateau des Petites Roches, puisqu'on est enserré entre deux massifs montagneux, la Chartreuse d'un côté, Belledonne de l'autre, et puis le développement du logement social pour tous les saisonniers, pour loger tous les saisonniers liés à l'activité touristique des stations, que ce soit Champs-Rousses ou les Sept-Lots.
Pour autant, on a à peu près 5 000 logements sociaux sur le territoire pour une 50 000 logements. Et on s'aperçoit que le coût du foncier, vous l'avez tous abordé, il est particulièrement prégnant sur le territoire du Grésivaudan, est un élément déterminant et un élément qui freine le développement du territoire, pas le développement économique, mais le développement démographique. Et là où le Grésivaudan avait un développement démographique extrêmement important, on était à 1,7, je crois, chez ma directeure 2000-2010, on est passé à 0,7 et on est aujourd'hui à 0. Ce qui fait qu'on a un territoire qui vieillit, un territoire qui n'accueille plus de jeunes ménages, et donc une mixité qui a tendance, avec le coût du logement, à se restreindre. Alors on peut dire soit il y a un frein à la mixité, soit on en arrive quasiment à des phénomènes de gentrification. Donc la capacité à construire du logement et notamment du logement social, c'est un enjeu majeur pour le territoire. Donc moi j'ai un petit peu listé quand même quels étaient les freins et surtout c'est ce que vous venez d'aborder et c'est comme ça que vous avez introduit mon propos. Comment est-ce qu'on essaye de travailler pour résorber les difficultés qu'on a analysées et auxquelles on est confronté. Donc, on a eu un PLH entre 2013 et 2018 où on s'est aperçu que finalement, les résultats obtenus n'étaient pas à la hauteur des attentes, puisque là où on avait environ 140 en objectif, 140 logements sociaux à construire annuellement, on s'est retrouvé avec une moyenne de 100 logements sociaux et concentré sur les communes qui avaient l'habitude de construire du logement social, soit par obligation, puisqu'on a 4 communes SRU, soit par habitude et historique, comme Crolles. Donc, on a des communes comme Montbonneau, Saint-Imier, qui produisent 16% de logements sociaux, sont les chiffres 2020, 25% encore à Crolles, et des communes qui, effectivement, en creux, n'en produisent pas, ce qui veut dire globalement, comme à l'échelle de la grande région grenobloise, que dans tous les objectifs qu'on s'est fixés, finalement, ce sont les communes assez urbaines ou qui ont des obligations, qui ont pu construire, et les autres communes qui ne construisent pas, avec un certain nombre de difficultés qui ont été évoquées. Moi, la première que j'aborderai, c'est bien évidemment celle du foncier. Pierre a cité la caractéristique des risques. Dans le Grésivaudan, il y a des communes qui ne peuvent plus construire. C'est-à-dire qu'avec les risques torrentiels, les risques d'inondation et le PPRI, les risques de glissement de terrain, il y a des communes aujourd'hui qui, en objectif, que ce soit du logement dans le parc privé ou du logement social, ne peuvent plus du tout construire. Donc ça, c'est un élément qui est déterminant. Cette rareté du foncier, j'ajoute un peu quelques éléments à ce qui a été dit, elle est aussi liée, à mon avis, au format des fonciers. C'est-à-dire qu'on a des fonciers qui se découpent de façon un peu erratique et qui ne permettent pas d'avoir des implantations qui autoriseraient la densité nécessaire ou qui nécessitent, à contrario sur les coteaux ou ailleurs, des prouesses techniques qui renchérissent les coûts dont parlait Didier Monod. On a aussi quelque chose qu'on n'a pas cité, c'est qu'à certains moments, on a des effets pervers de ce qui était au départ un objectif très vertueux, c'est-à-dire que la division parcellaire qui introduisait la densification et essayait de diminuer la parcellisation importante et l'étalement urbain, produit en réalité des effets pervers qui font monter les prix et qui entraînent le prix du marché privé et par conséquent de ce qui peut être dévolu au logement social, entraînant par ailleurs, puisque vous avez tous parlé de densification, la difficulté liée à ce qui est une non-qualité avec des toutes petites parcelles. Donc ça, c'est des éléments que je voulais rajouter. J'ajouterai aussi dans notre territoire les zonages où la zone 3 ne permet que peu, en fait, de monter des opérations quand on est dans des endroits un peu éloignés. Et je parlais du nord du territoire, donc ça devient extrêmement compliqué. Sur les freins politiques, parce que ça, c'était les quelques ajouts que je voulais faire sur les freins techniques. Sur les freins politiques, je pense qu'on a des maires réfractaires, mais pas que.
on dit souvent maire bâtisseur, maire battu. Mais je pense qu'on a des questions qui sont liées à la qualité même du logement et pas simplement à la densification. Et puis on a eu quand même, on a connu les uns et les autres des évolutions qui ont été liées à toutes nos politiques d'aménagement. C'est-à-dire qu'on a créé des polarités. Moi, je me souviens des débats qu'on a pu avoir autour du SCOT en 2012, où on demandait aux Grésivaudan de ne pas construire ou de moins construire, puisqu'un des sujets était le réinvestissement de la ville-centre. Aujourd'hui, même dans notre projet de territoire, on est un petit peu daté, on a situé 2 polarités dans notre territoire en disant c'est là où doivent se concentrer les services, les dessertes, la mobilité, c'est les pôles Crolles, Villarbonneau, c'est le pôle de Pontcharrat. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit avec la crise sanitaire et les effets subséquents qu'on se retrouve plutôt dans des multipolarités. Donc, ça veut dire qu'il faut, puisqu'on a un modèle de développement dans notre territoire qui est plutôt celui de la maison individuelle et pas du collectif, je pense qu'il ne faut pas surconcentrer non plus ou laisser aux seules communes très urbaines l'obligation de construire. C'est-à-dire qu'il faut que cette diffusion culturelle du logement social avec des formes urbanistiques admissibles, elle se diffuse sur l'ensemble du territoire. Je pense, mais ça vous l'avez tous dit, qu'on n'a pas, et c'est là où il y a nécessité absolue à ce que la puissance publique et à tous les échelons s'emparent du sujet de la construction du logement social. On a quand même un gros problème de foncier maîtrisé. Pierre, tu as parlé de la rareté ou de la difficulté à trouver un certain nombre d'emplacements, mais je pense que si nous n'avançons pas dans l'anticipation, la planification, et on s'aperçoit que des communes, je cite Crolles parce que c'est une réalité, les communes qui historiquement ont eu l'habitude d'identifier, de détenir, de mettre du budget pour pouvoir acquérir du foncier, ce que vous semblez avoir fait à Ebens, ce sujet-là est extrêmement important, mais il n'est pas donné à toutes les communes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et puis, on a peut-être la question des outils. On n'utilise pas, mais bon, c'est les singularités ou les caractéristiques du territoire. Je pense qu'on n'utilise pas peut-être suffisamment tous les outils à notre disposition, que ce soit le DPU renforcé, que ce soit les actes, les actes. Dans nos territoires, on n'a peut-être pas cette habitude-là et on n'a peut-être pas non plus l'habitude d'utiliser tout ce qui est lié à la fiscalité de l'urbanisme. Alors, bien évidemment, moi, je pense à la taxe d'aménagement majorée, qui est réservé quand même à seulement quelques équipements. Il faudrait peut-être qu'il y ait un élargissement. J'ai vu que c'est des propositions qui étaient contenues dans l'analyse du rapport Rebsamen, mais aussi la diffusion des pratiques de participation, comme les pubs. Enfin, je pense que là, on a vraiment des sujets à explorer et sur lesquels il faut qu'il y ait beaucoup de diffusion de connaissances et ne pas hésiter à utiliser ces outils. Et puis, on a ce que vous avez tous dit, les freins sociétaux. Alors moi, les freins de la société qui produisent les recours, qui induisent ces délais absolument inacceptables de sortie de terre des opérations, qui rallongent les délais de concertation. La concertation, c'est bien, jusqu'au moment où effectivement, on peut livrer les logements dans des pas de temps qui sont admissibles. Donc je pense qu'effectivement, de ce côté-là, il faut qu'on arrive à travailler pour que l'acceptabilité, tu l'as dit Pierre, et j'y reviens, pour qu'on puisse lutter en fait contre cette utilisation absolument abusive des recours. Mais aussi, je ne pense pas qu'il n'y ait que l'acceptabilité du logement social ou de la nature même du logement social. Je pense qu'il y a aussi la qualité. C'est-à-dire qu'on peut densifier, mais pas n'importe comment. Le format de l'urbanisme est extrêmement important. Il y a des endroits où la densification est complètement admise, elle est intégrée. De toute façon, on sait que si on veut augmenter la qualité, on va reconstruire le logement sur le logement. Ça, c'est à peu près évident, mais à plein d'endroits, à mon avis, il faut vraiment qu'on travaille les formes urbaines. Ça, moi, je pense que c'est la qualité du logement, c'est un élément indispensable d'acceptabilité. Et puis, pour en venir plus directement aux voies de résolution, parce que là, j'ai rajouté simplement quelque chose aux freins qu'on avait pu nous identifier,
Je disais intervention publique absolument indispensable. Quand on n'a pas de document d'urbanisme assemblier de type PLUI, quand on n'a pas de PLH, quand on n'adhère pas à un EPF, il faut trouver le moyen de permettre aux communes qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens financiers de le faire, mais qui en ont la volonté, d'acquérir du foncier. Donc, on a monté ce fameux fonds de minoration foncière qui permet à la communauté de communes, on a abondé une ligne, on commence, hein, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau depuis 2020, on a abondé une ligne et la communauté de communes va pouvoir acheter des fonciers, en rester propriétaire et les mettre à disposition des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent construire. Sachant que les études de capacité, de faisabilité, les négociations avec les communes se font puisqu'il y a déjà 2 opérations qui sont sorties, se font largement en amont. Donc là, c'est un des sujets. Deuxième sujet, on est passé par plein de stades différents, puisque Didier Monod parlait du coût de la construction, Pierre de l'équilibre des opérations. Donc nous, on accompagne aujourd'hui les bailleurs sociaux. C'est parcellaire, c'est peu, mais on essaye effectivement de pouvoir accompagner les bailleurs en donnant des subventions d'équilibre, une qui est forfaitaire, faites tant de logements, vous avez tant, et puis l'autre qui est plutôt à l'appréciation, qui est une part variable et qui permet d'essayer de résorber, on n'arrive pas à tout combler, mais qui permet d'abonder en fait l'opération par logement si jamais on sait qu'on a un peu de difficulté à la sortir. Et je pense, pour revenir sur toutes ces questions, qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup à l'observation et à la veille, parce que si on veut dégager du foncier, et ça c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir à l'échelle de la communauté, que pratiquent déjà un certain nombre de communes, moi je pense qu'il faut qu'on soit en observation permanente pour pouvoir, avant que la promotion privée n'intervienne sur un foncier, vous l'avez dit tout à l'heure, ne donne un prix aux propriétaires, que la puissance publique, que nous puissions, élus locaux, identifier très en amont les poches, les dents creuses et essayer, après ce repérage, d'aller se positionner pour intervenir, nous, en étant à la manœuvre. Et le fonds de minoration dont je parlais, qui permet d'acquérir ces fonciers, est un instrument décisif à l'appui, en fait, de cette détermination des fonciers qu'on serait susceptible d'acquérir. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense, la conjonction de beaucoup de solutions et d'outils qui peut nous permettre d'aller plus loin dans la production de logements sociaux. Voilà ce que j'avais envie de vous livrer. Merci Laurence Théry de ce témoignage sur un territoire. On a beaucoup de participants probablement qui sont purement métropole et on connaît mal les problématiques d'un territoire comme le Grésivaudan, comme vous disiez, à l'interface entre de l'urbain et du rural. Donc, c'est intéressant de voir comment vous vous attelez à cette énorme difficulté du coût du foncier et de l'aide au montage d'opérations. On va revenir donc avec le dernier témoignage de la part de Christine Élise, déléguée au logement à Mélan, qui va nous compléter ce panel et cette vision des difficultés de l'acte de construire, et notamment sur la métropole. Élise, je vous donne la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, écoutez, beaucoup de choses ont déjà été dites. Hein. C'est vrai qu'on se retrouve dans les difficultés qu'a évoqué M. Béjagy sur Ebens, avec le foncier qui n'est pas toujours disponible, qui est cher, la nécessité de faire appel à l'EPFL pour acquérir ce foncier. Et puis les difficultés d'acceptation par la population de la densification que cela nécessite. Alors c'est vrai que nous, on est effectivement territoire métropolitain, on n'a pas les mêmes problématiques que celles évoquées par Madame Théry. On est en territoire PLUI, et c'est vrai que le PLUI, c'est quand même le principal outil pour nous, pour la promotion du logement social, parce que c'est lui qui donne déjà les droits à construire, donc c'est lui qui donne quelque part la valeur du terrain.
c'est lui aussi qui impose des pourcentages de logements sociaux sur les constructions. Donc c'est vrai que c'est un partenariat très fort avec la métropole pour tout ce qui est production de logements et de logements sociaux en particulier. Hein. On ne peut pas travailler seul, puisque le PLUI, c'est le principal outil, et le PFL, le moyen aussi. Donc, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup le PLUI, en tout cas, on essaye de l'utiliser. Il y a une modification qui est en cours, on n'en est pas parlé, mais c'est vrai qu'on essaye, alors ça rejoint peut-être un peu ce que disait Madame Théry, d'identifier les poches, les lieux où on pourrait construire du logement social et de définir des emplacements. Voilà, d'essayer d'identifier les terrains qu'on pourrait préempter ou faire préempter par le PFL, sachant que bon, là encore on ne peut pas tout préempter, mais bon, ça peut permettre en fait, en préemptant un terrain, d'avoir une position un petit peu d'attente et d'éviter des mutations sauvages et de préserver en fait la qualité du programme, d'avoir une qualité un peu d'ensemble, de penser un petit peu à la parcelle, ne plus penser à la parcelle, mais penser plus à l'îlot, quand on est sur des programmes, des espaces pavillonnaires qui mutent, que le PLUI permet de muter, en fait, comment dire, on essaye d'utiliser le PFL, de travailler avec le PFL pour identifier ces parcelles et les faire muter ensemble en définissant des OAP, en définissant des papas, enfin un peu tous les usages, les outils que nous offre le PLUI. Et l'autre aspect, c'est évidemment, excusez-moi, l'aspect qualitatif. Et c'est vrai que le PLUI, là aussi, nous donne un outil avec l'OAP-PSH qui est un nouvel outil qui n'était peut-être pas très bien intégré, qui n'est peut-être pas encore bien intégré par à la fois les promoteurs, les habitants, et qui, quelque part, je pense que c'est peut-être ce que Didier Monod voulait dire tout à l'heure en disant qu'il y a les droits à construire d'un côté donnés par le PLUI, mais qu'en même temps, l'objectif de zéro artificialisation des sols et puis la discussion avec la commune pouvait ensuite amener à réduire ces droits à construire qui donnés par le PLUI, et donc à modifier en fait l'équilibre économique de l'opération. L'OAP Paysage donne un outil pour effectivement négocier avec le promoteur la qualité du projet et sa densité. Et c'est vrai que c'était un outil qui était complètement nouveau. Au départ, on ne savait pas trop comment les communes allaient s'en servir. Maintenant, je pense que c'est un petit peu plus connu, et maintenant que ça fait 2 ans que c'est en place. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut intégrer et qui permet quand même, oui, de travailler sur la qualité, de travailler sur la pleine terre, de travailler sur tout ce qui fait ensuite l'acceptabilité par les habitants de la densification, pour densifier effectivement de manière qualitative. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais dire, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est vrai que le logement social, effectivement, c'est de la construction de logement social, et on n'y échappera pas. Mais il y a aussi la question de la captation du logement existant via l'achat dans le diffus, et puis pour revenir sur ce que disait Didier Monod aussi, excusez-moi, je saute un petit peu du coq à l'âne, pour revenir sur ce que disait Didier Monod aussi sur l'équilibre de l'opération et la nécessité pour les communes d'abonder parfois et d'amener des subventions d'équilibre, notamment quand le projet est modifié suite à des négociations avec la commune. Parce que le PLUI dit qu'on peut construire tant de logements et qu'il faut 35% de logements sociaux, et qu'on a une commune qui est un peu volontaire et qui arrive en disant il faudrait faire un petit peu plus, donc forcément il y a une subvention à verser. C'est vrai que comment dire, c'est un choix qu'on a fait sur la commune de Mélan de pousser en fait les promoteurs, quand on le peut, à aller au-delà des 35% de logements sociaux qui sont prévus par le PLAI, en complétant par du BRS, le bail réel solidaire. On n'en a pas encore parlé non plus,
Alors, ce n'est pas du logement locatif social, c'est de l'accession sociale à la propriété, mais ça compte comme logement SRU. Et là aussi, ça nécessite une subvention d'équilibre lorsque ce n'est pas prévu au départ. Donc, c'est un coût financier pour la commune, mais ça permet aussi de faire du logement social, même si ce n'est pas du logement locatif social, et de rattraper quelque part plus rapidement le retard SRU, puisque bon, nous, on est une commune carencée, donc on a des objectifs en la matière. Et le BRS nous paraît être un outil intéressant en complément du logement locatif social, sachant que sur Mélan, comme dans d'autres communes de la métro, le foncier est très très cher. Il y a les classes moyennes ne peuvent pas se permettre d'acheter à Mélan, et donc ça permet à toute une partie de la population qui ne peut pas accéder à la propriété à Mélan de venir habiter à Mélan. Voilà, c'est un petit peu pour nous les différents leviers, à la fois les freins et les leviers qu'on a identifiés pour essayer d'arriver à atteindre nos objectifs SRU. Voilà, donc le PLUI, à travers les emplacements réservés, à travers l'outil du BRS, à travers le PFL, et puis également l'acquisition dans le diffus. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci Christine et Lise. Je vais vous laisser peut-être réagir les uns ou les autres sur les interventions des autres élus ou de Didier Monod, mais vous avez tous repris un certain nombre d'éléments présentés par Didier Monod au début. On va commencer par répondre à une question d'un des participants au webinaire qui s'interroge sur la place des bailleurs sociaux par rapport aux bailleurs privés, avec le sentiment qu'on donne beaucoup d'importance aux bailleurs sociaux, alors que les bailleurs privés représenteraient, d'après l'INSEE, 93% des bailleurs, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose, parce qu'il me semble que les bailleurs sociaux, au moins sur l'Isère, ont beaucoup plus que 7% des logements en gestion. Est-ce que Didier peut nous donner quelques éléments sur le nombre de logements gérés? Oui, alors j'ai répondu là sur un des messages, mais on est à peu près à 70 000 logements gérés sur le département. Je n'ai pas le nombre de logements sur le département, mais de mémoire, on doit être autour de 16%, qui est la moyenne nationale. On est à peu près dans la moyenne nationale, si j'ai les bons chiffres en tête. Après, il y a des locations privées qui pourraient correspondre à un certain nombre de standards du logement social, mais elles sont pas du tout majoritaires dans le parc de logements privés loués, bien évidemment, qui couvre toute la gamme. Je rappelle qu'un loyer de logement social, c'est à peu près en moyenne, ça varie sur le territoire, mais en moyenne la moitié du prix du marché. C'est un tiers pour le PLAI, c'est-à-dire le logement le plus social, hein, qui s'adresse aux familles qui ont les revenus les plus faibles, et à peu près la moitié, plutôt en dessous, hein, c'est un maximum, pour le PLUS, qui est le logement social que je qualifierais de standard. Voilà, donc il faut faire attention parce que ces chiffres, ils recouvrent des réalités très différentes. Et ce que je répondais, c'est qu'il y avait une question sur le nombre de bailleurs sociaux. Le nombre importe peu. Les bailleurs sociaux réellement locaux ont des tailles tout à fait humaines et ne sont pas atteints de gigantisme. Donc, eu égard au parc, c'est pas le nombre de bailleurs sociaux qui pénalise la production de logements et le parc, quoi. Voilà. Oui, moi j'avais compris la question comme étant les bailleurs privés sont mal ou pas représentés. Si je ne me trompe pas sur les chiffres, il me semble qu'il y a quand même plus de 50% des occupants de logements qui sont propriétaires de leur logement. Et après, dans les bailleurs privés, on peut voir à la fois comme des grandes sociétés nationales qui sont propriétaires de biens qu'elles rentabilisent en les louant. Il peut y avoir des propriétaires qui ont fait de la défiscalisation. Voilà, donc on a tout type de propriétaires et comme le disait Didier Monod, on a des logements de très bonne qualité qui sont loués, comme on a
parfois des copropriétés dégradées et jusqu'à des marchands de sommeil qui utilisent leurs biens sans entretenir le bien et qui exploitent finalement leurs locataires. On ne va peut-être pas rester sur ce débat qui n'est pas celui tout à fait du jour. Est-ce que Christine Élise veut répondre? Ouais, si je peux me permettre, je ne sais pas si c'était la question, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires privés et il y a aussi des outils pour les mobiliser. Alors, c'est marginal, hein, mais la métropole a relancé son dispositif Louer plus facile pour tenter justement de mobiliser la location privée et de la faire passer dans la location sociale à travers le dispositif Louer plus facile pour justement essayer de capter le logement privé et le faire passer dans le logement social. Ça fait partie des dispositifs qui existent. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. Non, mais vous avez bien fait. Ça fait un peu de publicité pour Un Toit pour tous et son agence immobilière à vocation sociale, qui est l'opérateur de la métropole pour justement gérer les contacts avec ces propriétaires qui potentiellement pourraient confier leur logement en gestion à cette agence immobilière et en faire un quasi-logement social pendant un certain nombre d'années. Et donc, il y a une belle plaquette qui est à disposition des uns et des autres et qu'il faut diffuser le plus largement possible dans tous les lieux que nous fréquentons les uns ou les autres pour capter plus de logements dans le diffus à destination des ménages qui en ont besoin. Peut-être pour compléter, ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que la réponse au logement des plus défavorisés, elle n'est pas unique. C'est un large panel. Et quand on se focalise sur les difficultés, comme on l'évoquait tout à l'heure, uniquement sur le foncier ou uniquement sur le financement, on ne résout pas le problème. Et si on se focalise uniquement sur ce qui fait la masse, bien sûr, mais de production des logements locatifs sociaux avec les bailleurs sociaux, on n'arrivera pas à répondre à la demande. Il faut utiliser tout le panel, et notamment celui qu'on évoque, qui est le parc privé. On n'est pas concurrent, on est complémentaire. Voilà ce que je veux. Oui, et je rajouterais que par rapport à l'acceptation par les populations de populations plus défavorisées, le fait de loger en diffus, l'expérience d'Un Toit pour tous montre que c'est beaucoup plus facile d'avoir comme ça des ménages dispersés dans le diffus et ça crée beaucoup moins de phénomènes de rejet ou de… Voilà. Est-ce que je crois que je ne suis pas sûr qu'on ait d'autres questions? À quand la préemption des logements vacants pour venir nourrir le manque de logements? Alors là, je ne sais pas si, en tant qu'élus locaux, vous avez, Pierre, peut-être une réponse? Oui, alors c'est vrai que la question des logements vacants est souvent posée en disant mais avant de construire, essayons effectivement de mobiliser le parc de logements vacants. Alors bon, juste quand même quelques éléments. La métropole avait conduit une étude il y a quelques années. On a des statistiques permanentes qui sortent de l'INSEE ou des impôts pour identifier le nombre de logements vacants sur la métropole ou sur les communes de la métropole. Alors en moyenne, il faut savoir que le nombre de logements vacants est très faible, puisqu'il faut identifier la vacance dite structurelle et la différencier de la vacance normale. Et je vois sur Ebain, sur 4500 logements à peu près, aujourd'hui nous avons 100 logements qui sont identifiés comme vacants. Et sur ces 100, quand on connaît les situations, c'est parfois des personnes qui sont en EHPAD, la famille ne veut pas occuper le logement, parfois c'est des logements qui sont en attente de travaux, enfin il y a des raisons objectives où il y a la vacance entre deux et la vacance dite de longue durée, de plus de 2 ans sur des logements qui pourraient être mis en marché, c'est très faible, sur Ebain c'est une quarantaine. Chaque commune a à peu près… Alors après, il y a des situations très particulières comme le centre-ville de Visil, comme certains logements dans les quartiers sud de Grenoble, par exemple, où la vacance peut être plus importante pour des raisons autres. Mais en moyenne,
Voilà. Et après, les communes sont vraiment sensibilisées pour d'abord mobiliser le parc de logements vacants, sont très attentives notamment au suivi des préemptions lorsqu'un logement se vend, pour éventuellement essayer de le racheter et ensuite le mettre en gestion, notamment via un toit pour tous. Donc ça fait vraiment partie du panel des politiques publiques qui sont vraiment mises en œuvre, avec l'inconvénient, mais on en a déjà parlé, et je parle sous le contrôle de Mélan, puisqu'on en a parlé avec la commune de Mélan. À l'arrivée, quand on remet en marché un logement vacant, qu'on y fait des travaux et qu'on remet en location derrière, c'est un coût financier et au logement qui est relativement élevé. Donc, ça vient en appui des politiques, mais ça ne peut pas répondre à l'ensemble de la problématique. Je vais demander à cet instant du webinaire à Anissa de nous projeter la diapositive sur les préconisations du rapport Rebsamen, parce que je vous ai donné tout à l'heure l'introduction et vous, les uns ou les autres, vous en avez évoqué les différents points finalement, parce qu'on retrouve au niveau national ce que les uns ou les autres vous préconisez. C'était le discours clair et offensif pour revaloriser la vie de construire. Donc, c'est bien à la fois pour le logement social et même pour le logement en accession. Sur le plan financier, Pierre Béjaji en a parlé, c'est la compensation aux communes des exonérations de taxes sur le foncier bâti. Donc ça, le gouvernement s'est saisi de cette préconisation et c'est dans le projet de loi de finances qui est en discussion au Parlement. Donc, ça concernera et les logements sociaux et les logements intermédiaires. Ça va apporter une goutte d'eau financière probablement dans les budgets des communes, mais c'est 1 milliard. 1 milliard quand même au niveau national, donc c'est pas neutre. Et ça, c'est une aide finalement aux maires bâtisseurs qui font le choix de construire sur leur territoire. Une des préconisations, c'est la cession décotée du foncier public. Donc là aussi, le gouvernement veut inciter tous les organismes publics qui détiennent du foncier à le proposer aux collectivités territoriales pour y faire du logement. Une préconisation, c'est les contrats locaux de relance du logement. On peut être un peu plus sceptique sur ces nouveaux contrats parce qu'il y en a déjà tellement qu'on s'y perd un peu, qui serait une instance de dialogue. Le gouvernement demandant au préfet de tout faire pour fluidifier les procédures et accélérer, aider les collectivités territoriales pour leurs opérations de construction. Et dans ces volontés d'accélérer les procédures, une demande de la Commission, ce n'est pas encore dans les textes, un système d'accélération des procédures contentieuses et de lutte contre les procédures abusives en sanctionnant plus fortement les procédures abusives. Donc je crois que c'était soulevé par Laurence Théry, cette difficulté. Des points que vous n'avez pas évoqués, c'est la transformation des bureaux en logements. Pierre Béjaji l'a un peu dit sur un certain nombre de fonciers économiques qui pourraient être reconvertis. La promotion du foncier solidaire, c'est Christine Élise qui en a parlé avec le BRS qui peut fonctionner à la fois pour l'accession, mais qui pourrait peut-être fonctionner pour des réhabilitations aussi. Et puis la mobilisation des logements vacants, mais là, comme le disait Pierre Béjaji, c'est souvent, on cite des chiffres un peu en l'air sur les dizaines ou les millions de logements vacants, et en fait, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je crois, excusez-moi, sauf si quelqu'un veut réagir, Arthur nous relie. Ah. Je vais relayer une discussion. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Arthur, tu voulais… On peut intervenir. Oui. Bon, je ne fais pas de commentaires sur la Cour des comptes, qui, elle, par contre, fait des commentaires non pas sur les comptes eux-mêmes, mais une remarque extrêmement politique. Bon, qu'on peut questionner à partir du moment où elle n'est pas strictement économique. Sur la rotation dans le parc, on a une rotation qui ces dernières années était à 2 chiffres, entre 10 et 12%, ça varie
fortement sur les territoires. En tout cas, c'est qu'on constate en moyenne sur notre patrimoine. Et depuis 2 ans, elle s'est totalement effondrée, hein. On est à 7-8% en moyenne sur le parc. Donc, on a vraiment une forte baisse de la rotation qu'on espère conjoncturelle, parce que c'est elle qui offre le plus de logements à la location. C'est pas la production neuve qui est indispensable, mais qui reste marginale par rapport à l'offre de location. En ce qui concerne, alors je ne sais pas si c'est le sous-entendu de la question, c'est le parc social qui pourrait être occupé par des gens qui devraient laisser leur place à des gens plus modestes, parce que leur parcours de vie a fait que ils ne relèveraient plus du logement social aujourd'hui. C'était Madame Boutin, ministre, qui avait eu une action très forte là-dessus, en remettant en cause le droit au maintien dans les lieux qui est attaché au bail du logement social. En fait, ça focalise sur un sujet qui n'en est pas un. Moi, je me souviens, sur le patrimoine que nous gérons, nous, alors à Pluralis, 13 000 logements, on avait eu 3 situations, dont 2 qui étaient conjoncturelles pour des questions de primes, de départ en retraite, etc. Donc, en fait, sur 13 000 logements, il y avait un logement concerné, sans doute un logement de trop, mais on comprend bien que c'est pas le fond de l'affaire. Oui, je crois qu'on peut faire le lien avec ce que disait Laurence Théry sur le fait qu'il se construit moins de logements, donc il y a moins de familles qui arrivent à s'installer sur le Rézivaudan, et peut-être qu'ils sont bloqués dans leur parcours résidentiel. Ils vont se retrouver bloqués dans le logement social des bailleurs sociaux, alors que dans l'idéal, il serait intéressant qu'à un moment de leur parcours de vie, ils accèdent à la propriété et ils libèrent du logement social. Quand ils sont en faible dépassement, ils payent un surloyer, hein, enfin, pas dès le dépassement, mais rapidement, ils payent un surloyer qui les rapproche petit à petit du prix du marché. Mais je rappelle qu'on part d'un loyer qui est en gros la moitié du prix du marché, donc la marche est haute pour sortir. Oui. Laurence Théry, vous voulez… Oui, je voulais ajouter une toute petite chose. Nous, on répond à un quart des demandes de logement social sur le territoire. Si en regard, on met le taux de vacances qui est extrêmement faible, on s'aperçoit que ce qui manque, c'est quand même de la production de logement social. C'est-à-dire qu'à une ou deux exceptions près, sur le plateau des Petites Roches ou dans un quartier très spécifique de Pontcharrat, on n'a pas de vacances. Moi, dans ma commune, je vais prendre un exemple plus local, j'ai 0 en taux de vacances. Tous mes logements sont occupés, tous. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder, faire la péréquation entre le nombre de demandes satisfaites, le nombre de demandes globales et la réalité de la vacance. Enfin, il me semble que les chiffres, ils sont là. Donc, moi, je pense qu'il nous manque absolument des constructions de logements sociaux. On va avoir dans le territoire la création de 1300 emplois à horizon 5 ans, 3 entreprises. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de loger les gens qui arrivent. Je ne parle pas de la strate des CSP+, ingénieurs, puisque ça tourne autour de la microélectronique notamment, mais tous les techniciens ou les opérateurs, on n'est pas capable de les loger aujourd'hui. On devrait les loger, on ne peut pas le faire. Pierre le rappelait tout à l'heure, 70% des gens peuvent prétendre en France à du logement social, sont éligibles. Et on produit, c'est les chiffres de Didier Monod, un tiers de PLAI qui systématiquement sont occupés. Enfin bon, je pense qu'il faut aussi remettre en perspective les chiffres des territoires quand on aborde ce genre. Oui, je me suis sans doute mal exprimé tout à l'heure. La production, je vous rejoins, Mme Théry, est absolument indispensable. Elle était indispensable hier alors qu'on avait un taux de rotation, on va dire, soutenu, historique, hein, régulier. Mais avec l'effondrement du taux de rotation, la production, elle devient… elle devrait doubler et encore, elle serait insuffisante, quoi. Donc, si on pouvait… si on a subi une faible production ces dernières années, le taux de rotation va la rendre insoutenable. La baisse du taux de rotation va la rendre insoutenable pour les années qui viennent, et les listes vont s'allonger de façon incroyable avec… c'est une vraie crise sociale qui s'exprime au travers de cette demande insatisfaite. Genre de sujet. Puis la production, sans être une spécialiste ni un bailleur social, la production, elle permet aussi de dégager à la vente du patrimoine pour satisfaire l'évolution du parcours résidentiel et permettre l'accession sociale à la propriété. Donc c'est quand même un mécanisme, la production,
qui va nuancer ou qui va permettre de diversifier la réalité du parc social détenu par les bailleurs, enfin, il me semble. Oui, oui. Et puis, alors bon, c'est certainement pas le lieu, mais le modèle économique du logement social nécessite qu'un organisme continue de produire. Sinon, ses comptes, par l'absence de ses dépenses de développement, vont au contraire s'améliorer très fortement avant de s'effondrer. Donc, il faut être très prudent sur la baisse de cette production qui, les 15 premières années, pendant l'exonération de taxe foncière qu'on évoquait tout à l'heure, alimente fortement les capacités financières de l'organisme et lui permettent notamment de réhabiliter son parc ancien. Donc, c'est un équilibre très… Alors, ça concerne que la comptabilité et le modèle économique de l'organisme, mais c'est une réalité. Merci Didier. Christine, Élise, il y a une question pour vous qui a peut-être été mal compris sur ce qui était fait à Mélan, dans la mesure où vous avez dit que vous essayez de favoriser l'accession sociale. Et la question qui est posée, Oui. mais est-ce que ça écarte pas tous les projets pour les personnes Ah en non. situation. Oui, effectivement, je me suis mal… Non, je me suis mal exprimée. Mais… Non, le logement locatif social, effectivement, bien sûr que il faut en faire et on en fait, y compris du logement très social, du PLAI, puisque dans tout projet de construction des 3 logements, le PLAI fixe 35% de logements locatifs sociaux, donc 40% de PLAI, donc de logements très bas loyer. Non, le BRS, en fait, c'est pour venir en plus, c'est pour venir compléter ces 35% de logements sociaux et diversifier l'offre de logements sociaux pour, à côté de ce parc locatif social, avoir aussi une offre en accession qui reste pérenne dans le temps, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait des dispositifs d'accession sociale qui n'étaient pas pérennes. Au bout de quelques années, le bien était revendu au prix du privé et au prix du marché. Et l'acheteur faisait une plus-value et puis ça sortait complètement de l'accession sociale. Et ce dispositif BRS est intéressant parce que ça reste pérenne dans le temps, en fait. La revente est encadrée pour que ça reste à destination ça reste de l'accession sociale, en fait. Mais c'est pas du tout à la place d'eux, pas du tout. Mais là, on va faire du logement social, le logement locatif social. Il y en aura dans tous les projets de construction et en plus, c'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir, le BRS, en complément du logement locatif social. Merci, ça rassurera le participant qui avait mal compris. Y compris du la PLAI, de la ville de oui, Mélan, qui est bien de faire de l'accession en plus du logement social. Laurence Théry, je vous redonne la parole. Je voudrais juste compléter ce qu'a dit Christine, c'est-à-dire que quand nous, on a monté notre fonds de minoration, on l'a réservé exclusivement au LLS, au logement locatif social, à l'exception du BRS, du bail réel social et solidaire, qu'on a autorisé pour les 4 communes qui sont SRU, Solidarité Renouvellement Urbain. C'est pour Colette Payen qui voulait développer les styles, donc je les donne tous. Donc, ils ont été réservés en BRS pour permettre la diversification dans des zones extrêmement tendues où on avait des communes qui avaient plus de difficultés à produire. Voilà. Donc, c'est vraiment, on a réfléchi de cette façon-là pour que dans le reste du territoire, on réserve nos efforts au logement social et très social. Didier Monod, vous oui, toujours sur le BRS, pour compléter ce qui se dit. On a vu tout à l'heure que ce qui était très important, c'était la fluidité des parcours et il fallait augmenter effectivement ce qu'on appelle nous le taux de rotation, c'est-à-dire les départs dans le parc. Ça veut dire permettre à nos locataires d'accéder à d'autres types de logements. Et quand on est sur des territoires tendus avec des rapports de loyer, comme je le disais tout à l'heure, très important entre le parc social et le marché, le BRS, c'est un excellent outil pour permettre ces sorties, pour atténuer cette marche et permettre des sorties du parc qui elles-mêmes répondront à la demande locative. Donc c'est un outil extrêmement important, y compris pour le parc locatif social, qui pourrait sembler pénalisé. En fait, il n'est pas du tout pénalisé. C'est un outil qui vient le compléter et l'aider à fluidifier les parcours, donc à libérer des places, donc à satisfaire des demandes nouvelles. On a une nouvelle question. Alors, je prends la deuxième, mais je reviendrai sur la première pour Didier Monod qui avait la parole concernant
le fait d'améliorer la performance énergétique des logements sociaux en améliorant notamment le recours à des matériaux locaux et éventuellement biosourcés, géosourcés, et avec l'évolution des normes, est-ce que ça contraint les équilibres budgétaires des opérations? Oui, mais ça, oui, ça les contraint forcément, puisque on augmente la technicité du bâtiment et on comprend bien que ça a un coût. Mais en fait, c'est un coût, celui-là, contrairement à certains autres, je l'estime pas nécessaire, indispensable. On voit aujourd'hui l'augmentation du coût des énergies qui est incroyable, hein. On a des augmentations sur le gaz aujourd'hui qui vont jusqu'à 180, en moyenne dans la région, 180%, hein. On a des bailleurs qui sont à 300, 400 euros, 400%, pardon, d'augmentation de la facture gaz. Donc, on est en train d'avoir une explosion des coûts. Et donc, la seule façon de le réguler, parce que ça, je vous avoue qu'on ne maîtrisera pas, et qu'on imagine que même si les choses s'améliorent un peu, elles ne redeviendront pas, on va dire, à la norme antérieure. Donc, la seule façon d'agir là-dessus, c'est de moins dépenser d'énergie, et donc tout investissement qui minore cette consommation d'énergie est la bienvenue. Alors, c'est vrai pour n'importe quel foyer français, mais comme on s'adresse aux foyers les plus modestes, c'est pas la peine de faire des loyers extrêmement bas si à côté on a un coût de fonctionnement au travers des énergies qui explose et qui est insoutenable pour les familles. Donc on est obligé de surinvestir, de continuer à surinvestir, hein. Ça fait bientôt 50 ans qu'on le fait en matière d'énergie, hein, et de maîtrise de l'énergie. Je me rappelle les premiers panneaux solaires au tout début des années 80, fin des années 70. Et on n'a pas cessé depuis de construire des logements, alors à la performance qui paraissent désuètes aujourd'hui, mais qui étaient à leur époque très performants. Et on doit continuer à le faire. C'est une condition d'équilibre économique pour nos locataires qui est vitale. Une autre question qui est posée par les personnes qui nous écoutent, sur le coût de la construction pour les petites communes. Alors, c'est dans le cas des communes de montagne, mais je pense que Didier Monod peut nous parler aussi de l'ensemble des petites communes de l'Isère qui font appel aux organismes, aux bailleurs sociaux de l'Isère pour construire sur leur territoire, ou Laurence Théry, si elle a des exemples dans Beldon ou sur les contreforts de Chartreuse. Est-ce que les petites communes de montagne ou rurales peuvent construire du logement social aujourd'hui? C'est compliqué parce que le logement est cher. En général, ce sont des petites opérations, donc il y a un effet masse qui ne joue pas. Et puis, ça a été évoqué par Laurence Théry tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le zonage. C'est-à-dire, selon qu'on est dans des territoires dits tendus, les agglomérations pour aller très vite, où on est ce qu'on appelle en zone 2 avec des loyers plafonds, c'est-à-dire maximum du logement social relativement élevé, et le reste du territoire qui est en zone 3 avec des loyers maxi qui sont beaucoup plus bas. La difficulté, c'est que ces loyers, ça nous permet de payer de l'emprunt. Donc, plus le loyer est bas et moins on peut emprunter, donc moins on peut payer de construction. Ce qui veut dire que sur ces territoires-là où on a des loyers bas et souvent un foncier qui est au moins aussi cher que dans les agglos, vous voyez, quand vous allez construire dans les stations de loisans, par exemple, où il y a des besoins de logement aussi, pas beaucoup, mais un peu pour les gens qui travaillent sur place, eh ben, vous avez un prix du foncier qui est largement comparable à celui de l'agglo. Et comme vous êtes en zone 3, vous avez les mêmes loyers que dans des territoires très, très isolés, très ruraux du centre de la France. Voilà, donc on voit bien que l'équation, elle est quasiment impossible à tenir. Et pour la résoudre, eh ben, il faut rajouter ce qu'on appelle improprement de l'argent gratuit, c'est-à-dire des subventions. Alors, c'est soit les fonds propres du bailleur, mais ça a ses limites, soit les communes, ça a ses limites aussi, soit les communautés de communes. Voilà. Donc, effectivement, ça coûte. Laurence Théry, votre réaction? Oui, parce que Didier Monod intervenait sur la faisabilité des opérations. Donc, effectivement, il y a des effets de seuil et de taille. Moi, j'interviendrai plutôt sur une partie réglementaire ou sur les préconisations, notamment de l'État et de la DDT, puisque chaque fois qu'on essaye de construire à la demande des maires dans les communes de montagne du logement social, on se heurte à des discussions et à des régulations autour, ce qui n'est pas faux, hein,
autour des questions de l'existence de l'accompagnement social, de la capacité à offrir un certain nombre d'aménités, de la capacité à permettre la mobilité et notamment pour l'accès à l'emploi. Donc, on a ce genre de choses. Donc, les communes, soit ont des tailles d'opération avec des moyens qu'elles déploient en termes d'accompagnement. Et à ce moment-là, on est sur des opérations de 10 ou 20 logements dont la moitié serait du logement social, mais c'est peu. Soit on se retrouve avec ce qui se développe beaucoup dans toutes les communes, et à ma grande surprise, je fais la tournée en ce moment des 43 communes pour voir un peu quel est l'état du parc privé et public, des logements communaux. C'est-à-dire que les communes ont transformé en fait les difficultés de construire du logement social avec des bailleurs sociaux, avec une production dans le diffus, dans d'anciens bâtiments communaux, de 1, 2, 3, 4 logements communaux qui sont destinés à des personnes qui sont les plus en fragilité, qui habitent déjà la commune ou qui arrivent avec des gens qui travaillent dans le secteur public qui ont peu de moyens. Enfin bon, on imagine quels sont les publics auxquels ils sont destinés. C'est des publics qui pourraient prétendre à du logement social dans le parc public et qui trouvent à se loger dans des logements communaux. Voilà. Voilà un peu la situation aujourd'hui, mais on a une réelle difficulté à faire accepter, je ne sais pas comment est-ce que cette fois-ci dans le PLH qu'on est en train de construire, le niveau de discussion s'établira avec l'État, mais il y a des réalités de terrain, accès à l'emploi, capacité à se déplacer, enfin bon, il faut aussi accompagner, y compris dans ces dimensions-là, l'implantation de logement social. Très bien. Moi j'avais encore une question à Pierre Béjagy. Là, tout à l'heure, vous disiez que vous comptiez beaucoup sur la métropole pour aider les communes à financer les surcoûts, notamment du foncier. Je crois que Laurence Théry a parlé du fonds de minoration foncière. Le PFL collecte la taxe spéciale d'équipement sur l'ensemble des impôts locaux. Ça lui fait des fonds disponibles. Mais si il revend le foncier qu'il a acquis au prix d'acquisition aux communes, est-ce que l'établissement public foncier peut faire de la décote foncière en complément de l'EPCI? Pierre, est-ce que vous avez là-dessus une… Oui, alors, bon, en fait, le modèle économique de l'EPFL, effectivement, c'est… et les ressources de l'EPFL, finalement, tournent autour de deux leviers, hein, les reventes de foncier, finalement, et puis la TSE. Mais la taxe spéciale d'équipement vient notamment financer, alors, pour pas que ça soit interprété, le coût de fonctionnement de l'EPFL, mais le coût de fonctionnement de l'EPFL, c'est bien sûr ses agents, mais c'est aussi tous les frais connexes qui sont liés au portage immobilier d'un bien sur une très longue durée, et de plus en plus. Hein. Et notamment les frais de gardiennage, les impôts fonciers. Bon, alors même si le PFL essaye de louer temporairement des locaux, ça pèse aussi sur le budget de l'EPFL. Donc une partie de la taxe d'équipement alimente ça. Et le modèle économique de l'EPFL, c'est de dire on utilise un petit peu de la taxe spéciale d'équipement pour faire des acquisitions foncières. On en utilise une grande partie parce que quand on dit le coût de revient, pour le PFL, c'est le coût d'achat plus les frais d'acquisition. Mais le PFL ne facture en général pas les frais liés au portage, en fait. Donc, du coup, le modèle pour que le PFL, finalement, puisse acquérir de nouveaux biens, il faut aussi qu'il y ait de la rotation dans les stocks. Il faut qu'il puisse revendre des biens. Et aujourd'hui, le PFL n'utilise pas le levier de l'emprunt. Donc, c'est pour ça que la minoration, jusqu'à présent, quand elle a été instituée, elle a été financée plutôt par les collectivités locales qui étaient demandeuses de cette minoration. En fait. Et puis, il y a un sujet aussi, c'est les coûts de dépollution des amiantages que fait de plus en plus le PFL, avec un débat aussi sur la prise en charge, soit par le PFL, alors pour le coup, soit par les collectivités locales. Du coup, pour livrer aux communes des terrains dépollués, parfois déconstruits, désamiantés, etc. Que ça ne pèse pas en plus dans le coût de l'opération à la sortie. D'accord.
Une dernière question, et puis il est 15h30, je ne voudrais pas retenir notamment nos intervenants. Une dernière question peut-être à Didier Monod, qui a un peu répondu par écrit, mais sur les capacités financières générées par la vente de logements sociaux et sur l'effectivité de cette mesure souhaitée par plusieurs gouvernements, mais qui n'a pas l'air de Oui, produire alors beaucoup. elle vient de loin cette mesure, hein. Ça fait une quinzaine d'années que certains de nos gouvernants ont redécouvert que les Français voulaient être majoritairement propriétaires de leur logement et donc on pensait que le parc social pouvait répondre à cette demande. Alors, on nous a dit sans nous appauvrir. Bon, je rappelle qu'au tout début, la vente, elle était même d'ailleurs là pour favoriser l'équation économique des accédants, de nos locataires en l'occurrence, au moment de leur retraite. Donc, les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui, clairement, surtout depuis la réduction de loyer solidarité, la RLS que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos, qui est une ponction de 1,3 milliard qui est fait chaque année maintenant sur les organismes. La réponse, il y a eu quelques offres de prêts spécifiques, mais la réponse, c'est mobiliser la ressource dont vous êtes propriétaire, c'est le patrimoine, vendez et ça va vous générer effectivement de la liquidité pour construire. Avec une équation qui se vérifie pas toujours, mais qui est pas trop loin de, pour un logement vendu, les fonds propres pour financer, avec de nouveaux prêts, etc., dans la mécanique habituelle, 2 à 3 logements, donc avec un effet amplificateur. Voilà. La seule question, c'est que du coup, il s'agit de vendre à un prix proche du marché, puisqu'il s'agit de garder de la ressource, pas de vendre à la casse, et que du coup, pour vendre, on constate qu'il faut toujours un acheteur, quoi. Donc, est-ce que les locataires, hein, mais c'est pas seulement ouvert aux locataires, quand le logement est vacant, ça peut être vendu à des tiers. Est-ce que ces logements sont suffisamment attractifs et en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, il y a des acheteurs qui sont capables de les financer? Voilà, donc c'est l'essentiel de la question autour de la vente HLM qui ne peut se faire qu'au fil de l'eau. Alors ça peut être un gros fil de l'eau, mais qu'au fil de l'eau. Les mécaniques, il y a eu des solutions qui avaient été proposées avec une société créée par Action Logement pour acheter en bloc et puis vendre au fil de l'eau ensuite derrière, nous permet d'avoir de la ressource tout de suite. Bon, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais on ne peut pas dire non plus que c'est la panacée, quoi. Voilà. Donc la vente HLM, c'est aujourd'hui clairement identifié comme une ressource. Le débat qui a agité les bailleurs pour savoir s'il fallait vendre ou pas est un petit peu derrière nous. On n'y répond pas tous de la même façon, mais je ne crois pas connaître un seul bailleur qui, enfin si j'en ai un en tête, mais enfin qui est tout petit. Sinon, je ne connais pas de bailleur de taille significative qui a un plan de développement soutenu et qui n'envisage pas de vendre quelques-uns de ses logements. Merci Didier. Je vais tous vous remercier d'avoir accepté cette invitation d'un toit pour tous pour débattre de ce sujet des freins à la production de logements sociaux. J'espère que vos interventions ont éclairé nos auditeurs, nos spectateurs, je ne sais pas comment il faut appeler ceux qui assistent au webinaire. Je vais passer la parole à Anissa pour terminer le webinaire et annoncer la suite qui est dès demain. Merci Anissa, merci à tous. Merci à tous. Déjà, dans un premier temps, merci pour cette séance qui est effectivement riche. En tout cas, on a appris plein de choses. Donc, merci beaucoup à toi aussi, Paul, de l'avoir animé. Et effectivement, je vous invite à aller voir le programme détaillé d'un toit pour tous. Donc, ça sera 2 séances. Il reste 2 séances dans le cadre de cet événement Loger les plus vulnérables. Demain, en présentiel, à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, qui concerne le matin, ce sera une conférence sur la question des jeunes et leurs difficultés face au logement. Et l'après-midi, ça sera une grande conférence de clôture avec Laurent Guéquière qui sera présent, qui est directeur à l'USH, donc l'Union sociale pour l'habitat, directeur des affaires européennes à l'Union sociale pour l'habitat et aussi président de l'Observatoire européen du logement social et qui nous permettra de prendre du recul et de comparer le modèle français vis-à-vis des autres modèles européens.
Donc, je vous invite à vous inscrire aux différentes séances et j'espère vous retrouver donc demain.